Bonjour à tous, c'est Mister Cult, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va. On se retrouve pour un nouvel entretien ciné après divers invités que j'ai eu la chance d'avoir, que ce soit Angel Heart, que ce soit le beau parleur du cinéma, que ce soit Jonathan Asia ou encore Max Pereira récemment. C'est au tour de monsieur, un ancien qui est pas venu sur la chaîne depuis très très longtemps et qui me fait l'honneur de l'avoir pour parler d'un film plutôt sympathique et je pense qu'il aura beaucoup de choses à dire sur ce film. Et j'ai l'honneur de d'avoir Nico Ciné. Voilà, Nico Ciné, Salut, comment merci tu pour vas? l'invitation. Ben, ça Bah va écoute, super et toi? bah écoute, tout le plaisir est pour moi, comme je l'avais dit, hein, ça fait super longtemps que je t'avais pas reçu sur la chaîne, donc ça me fait énormément plaisir qu'on puisse un petit peu. Je crois que c'était début janvier 2022 si je dis pas de bêtises. Je sais pas si on t'avait pas reçu sur d'autres lives, que ce soit peut-être Jurassic Park ou d'autres trucs, non? Non, 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 non. Je crois que c'est Non. ça parce c'était avec Beau Parleur, je crois, avec Morgan, Booster, non? avec Joe. Non, il n'y avait pas Booster, il y avait Joe. Et je sais plus. De toute façon, on faisait un récap des films qu'on avait vus l'année d'avant. J'avais Oui. craché sur un certain film, je sais pas si tu te souviens. Ah bon? Ah bon? Je ne vois pas de quoi tu parles. J'ai toujours Enfin un an bref. après, j'ai toujours la haine envers ce film. Ah, comme beaucoup d'ailleurs. De toute façon, même un an et demi après, on est toujours là encore à revenir dessus. Mais bon. Bah déjà, comment tu vas? Comment tu vas, Nico Ciné? Eh ben, ça va. Pas mal fatigué à cause du boulot, mais sinon, ça va. Ça va, ça va. D'accord. Ok. Bah écoute, comme je t'ai expliqué avant qu'on commence cet entretien, on va commencer un petit peu à parler de toi. Voilà. Même parce qu'il y a peut-être, même comme je t'ai dit, on a déjà été présents sur des lives ensemble, mais il y a peut-être aussi des gens qui me suivent sur ta chaîne, enfin sur ma chaîne, et qui ne te connaissent pas forcément. Donc ça va un petit peu leur permettre un petit peu de découvrir et de regarder un petit peu, peut-être de regarder un petit peu ton travail. Donc je te laisse un petit peu te présenter. Vas-y. Je déteste faire ça. Bah moi c'est Nico, donc Nico Ciné. J'ai démarré en faisant des critiques, hein, comme beaucoup de confrères, qui a été beaucoup encouragé par les camarades Jumelon. Après, j'ai voulu faire évoluer la chaîne en faisant des lives thématiques sur des sagas ou des réalisateurs, dont un où tu as participé, c'était pour les lives Pixar, il y a déjà 2 ans. C'est vrai. Sinon, bah après, j'ai continué à faire des lives mode chill, blabla, où je lance un live, on discute de tout et de rien, souvent au cinéma quand même, mais on peut parler de pas mal de choses. J'ai fait aussi des lives, des longs lives de 12 ou 15 heures pour des entre guillemets anniversaires, où on se marre, on fait des jeux, on fait des débats, des tier lists et tout. Et prochainement, on va faire un gros live pour un certain nombre d'abonnés, et ça, j'ai très hâte. Donc voilà, sinon d'autres projets sont à l'avenir. Les critiques, bah, j'ai décidé d'arrêter. Donc j'explique pourquoi dans ma vidéo bilan sortie en début d'année. Mais voilà, pas mal de choses qui vont arriver dans l'avenir. Plein d'idées, mais je suis un peu trop feignant par moment pour sortir le contenu. Que tu me disais que ça fait quelques années que tu t'es lancé sur le YouTube Game et qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de te lancer dans le grand bain un petit peu avec Et ben comme pour te moi et dire, d'autres. en fait au début, je faisais des critiques écrites sur ma page de profil de Facebook, parce que beaucoup me demandaient mon avis. Ah bon, après avec beaucoup de fautes d'orthographe. Bon, au début, je parlais que des blockbusters. Après, j'ai lancé une page Facebook en 2018 où je sortais des vidéos de temps en temps. Après, j'avais mis de côté parce que j'ai plus trop le temps. J'ai relancé début janvier 2019. Et après, bah, j'avais plus le temps parce que c'était à l'époque, je faisais beaucoup d'heures sup et j'avais pas le temps de m'occuper de ça. Et puis, il y a la rencontre youtubeur abonné organisée par le garde Sylvain des Gardiens du Cinéma. Et j'ai rencontré des passionnés de cinéma et tout. Et après, j'ai rencontré il y avait des petits youtubeurs, il y en avait des critiques écrites. Je me suis dit, mais pourquoi pas me lancer? Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer quelques mois après Jules Melon, qui m'a dit, ah, pourquoi tu sais pas créer ta chaîne et tout? Je lui ai dit, bah, c'est peut-être le temps, en fait. Et j'ai créé ma chaîne. Après, bah, j'ai fait des rencontres, hein, comme de Beau Parleur, hein, qu'on embrasse, et d'autres gens. Et puis, bah voilà, ça va faire 4 ans, moi, en septembre, que je me suis lancé. D'accord. Quand tu me dis, comme tout, hein, vu que tu as une chaîne YouTube qui parle de cinéma, donc tu es un passionné de cinéma, d'où Oui. vient un petit peu, on sait jamais, hein, parce que des fois il y a certains qui sont un petit peu Non, en cyniques, fait, je mais suis c'est vrai. passionné Ouais. de jardinage C'est et de ça. poterie aussi.
Bien sûr, montre-nous pour les fleurs, faire des Le vert, c'est pas pour rien derrière. En plus, c'est dans le thème. Quel a été un petit peu le film déclencheur qui vraiment t'a fait aimer le cinéma? Eh ben, c'est le premier Seigneur des Anneaux que j'ai vu au cinéma à l'âge de 9 ans. Parce que avant ça, je voyais quasiment que des films d'animation. Et après, bah, en 99, ma mère m'a emmené voir Star Wars épisode 1. Et puis après, bah, j'ai enchaîné l'épisode 4, 5, 6. Parce que après, il y a eu... Voilà. Et puis, on était voir le cinéma. J'avais vu juste avant Harry Potter 1. Et après, j'ai vu le Seigneur des Anneaux. J'étais tellement fasciné par ce film. Je suis sorti de ça, je fais, voilà. J'ai envie de voir autre chose que de l'animation. J'ai envie de découvrir d'autres cinémas. Bon, après, je voyais des comédies, des trucs comme ça à la maison. J'allais souvent au vidéoclub louer des films, mais c'était principalement de l'animation. Et c'est là que je me dis, avec le Seigneur des Anneaux, j'ai envie de voir d'autres choses. Bah après, bah je suis allé voir principalement des blockbusters, mais voilà, des films un peu plus matures, comme le premier Spider-Man sorti quelques mois après de Sam Raimi. Puisque j'ai vu tellement de films après, des films catastrophes à la Emmerich. Et puis, il y a un truc que je faisais à chaque fois qu'on achetait les DVD, je regardais les making-of, voir les coulisses, les interviews de réalisateurs. Ça se fait beaucoup moins malheureusement aujourd'hui, mais j'ai toujours été fasciné voir comment un film était fabriqué. Et petite anecdote, à chaque fois quand je rentrais dans une salle, parce qu'à l'époque où il y avait le mode pellicule, on n'était pas encore le mec, je regardais le mec mettre la bobine dans le projecteur. À chaque séance, j'étais fasciné. Même à l'âge de 5 ans, je suis toujours comme ça. Ça peut paraître bête, mais c'est toujours j'ai fasciné par ces machines. Et puis après, bah, comme je dis, j'ai regardé mes making-of, comment un film est fabriqué, les coulisses et tout, maquillage et tout. Et ça, je suis rentré un peu plus dans le détail. Puis fil de aiguille, bah, je louais de plus en plus de films chez le vidéoclub. Puis après, bah, j'allais voir de plus en plus de films. Après, on a eu la carte ciné. Et puis ainsi de suite. Puis bah, ma cinéphilie s'est grandie de plus en plus. Et puis on est là aujourd'hui, même si j'ai beaucoup de lacunes. Il y a beaucoup de films que toi tu parles que je ne connais pas, que d'autres confrères parlent, mais on peut pas tout voir. Mais faut, comme le film qu'on va parler aujourd'hui, j'ai découvert en 2020 pendant le deuxième confinement, et il m'a évoqué beaucoup de choses d'ailleurs. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Quand tu dis par rapport au cinéma, c'est que du coup, au début, tu regardais surtout des grosses productions et petit à petit que tu as commencé C'est un ça. petit peu à te développer. En fait, non. On va dire, j'allais voir au cinéma regarder les grosses productions, mais on avait canapé chez mes parents, ce qui est toujours le cas, et je découvrais des films. Et pour te dire, je m'en souviens, avant même d'avoir la carte ciné, je crois que c'était en 2006, tous les vendredis sur Canal+, il y avait un film d'horreur. Et je regardais ça, il y en a un qui m'a marqué, qui est très moyen, c'est Maniac 2000 ou Maniac 2001, Maniac, je sais plus, bref. Avec l'acteur qui joue Freddy d'ailleurs, Ouais. qui est Robert complètement Downey. con d'ailleurs. Et c'est comme ça que des fois on regarde des films sur Canal+ avec mon père l'après-midi ou même le soir avec mes parents. Donc je regardais autre chose que des blockbusters, mais pas au cinéma. Et c'est un peu plus tard, quand j'ai eu mon argent de poche, j'allais voir ce qu'on appelle entre guillemets des films d'auteur. Je faisais un peu plus de choix, mais c'est vrai qu'à l'époque avec les copains ou même avec les parents, on allait voir principalement les grosses productions, mais néanmoins, ça m'empêchait pas de regarder d'autres films, ou même avec mon ami Jacques Sparrow, on explorait Internet pour essayer de trouver d'autres films. D'accord. Alors, j'ai deux questions un petit peu à te poser parce que toi qui es youtubeur, c'est quel regard tu portes par rapport au cinéma actuel? Que ce soit le cinéma français, le cinéma américain, que ce soit le cinéma de divertissement ou auteur. Enfin, quel regard portes-tu sur les productions actuelles? Est-ce que tu penses que tu es un petit peu, au niveau des productions, on est un petit peu dans une impasse à vouloir essayer tout le temps de se rabribocher un petit peu sur des choses qui ont marqué notre jeunesse, que le cinéma ne prend plus de risques? Est-ce que c'est un cinéma qui te dérange ou est-ce que tu es plus pour la créativité ou tu te satisfais dans ce qui se fait actuellement? Eh ben, c'est marrant que tu parles de ça parce que quelques minutes avant qu'on se retrouve, on parlait de franchisation sur les films avec le camarade Jules Melon. Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une impasse où qu'en fait, j'ai l'impression on a peur de la découverte, enfin, pas forcément nous passionnés de cinéma, mais je parle surtout de gens en général. Après, j'ai l'impression que c'était déjà le cas avant, mais j'ai l'impression que ça s'est empiré. Aujourd'hui, on regarde un film, on, on passe à autre chose, et c'est tellement on doit tout franchiser quand on voit qu'on ramène
on déterre des films pour en faire des remakes, des suites. On refait des suites et des suites, des suites jusqu'à plus soif. Mais au bout d'un moment, on perd en qualité, on perd en ambition, et puis aujourd'hui, mais je me retrouve plus en fait. Je me fais passer pour un. Tu disais, les remakes, ça a toujours existé, hein, par exemple. Oui, ça a toujours existé, mais ce que je veux dire, j'ai l'impression que. D'ailleurs, le film du jour est un remake. Oui, c'est vrai. Enfin, pour être plus précis, c'est adapté de la comédie musicale du film qui est sorti avant. Voilà, il y a eu un film qui est sorti, après il y a eu l'adaptation comédie musicale et le film. Enfin, le remake sert de la comédie musicale. Bref. Donc, les remakes, ça a toujours existé. C'est comme, pour anecdote, moi qui ai passé une musique, on me dit, vas-y, on fait que des reprises aujourd'hui. Mais Johnny Hallyday, Claude François, à l'époque, des grands chanteurs de l'époque, ont fait des reprises aussi. Donc, ça a toujours existé, des reprises de chansons, on reprend un sample, etc., comme les remakes, ou même des suites. Ça existait déjà à l'époque. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui. Même des suites de bonne qualité qui sont sorties récemment. Hein. Je peux te Exactement. Blade Runner 2049 ou encore Mad Max. Oui, mais pourquoi aussi? Parce qu'on a des auteurs. Denis Villeneuve et George Miller sont des auteurs. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a plus vraiment d'auteurs. C'est des producteurs. Et tu vois, je parlais de ça justement avec Jules, et même Pixar, je trouve qu'aujourd'hui, quand on fait des suites ou même il y a plus la qualité, c'est que là on a eu Buzz l'éclair il y a quelques mois, on passe à autre chose. On a eu Alerte Rouge quelques mois avant, qui est sympathique, mais on passe à autre chose. Et alors que moi, quand j'étais gamin, quand je voyais le nouveau Pixar, on en avait un par an, j'ai hâte de le voir et ça me marquait. Il y a même si les films qui sont moins bons que d'autres, on les garde en mémoire. Alors aujourd'hui, Alerte Rouge, je l'ai oublié. Buzz l'éclair, c'est tellement mauvais que malheureusement j'ai du mal à oublier. Mais on est dans aujourd'hui, c'est ça, on est dans la surconsommation. Ça a toujours existé la surconsommation, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est tellement va vite qu'on en redemande encore plus. Et je trouve ça un peu triste, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps de savourer des films ou même de la musique parce qu'il faut aller plus vite, parce que si tu rates pas ça, parce qu'il y a la suite. Là, on regarde l'année dernière, on a eu Scream 5. Là, il y a eu Scream 6 qui est sorti cette semaine. Là, l'année prochaine, on a déjà le 7. C'est qu'on va je trouve ça un peu débile, c'est qu'aujourd'hui, on pense par production et non création. Heureusement qu'il y a certains auteurs, qui sont parfois producteurs, parce que sinon, leurs films sont charcutés. On voit Denis Villeneuve, Christopher Nolan, ou même Zack Snyder ou d'autres réalisateurs de blockbusters produisent leurs propres films pour pas se faire emmerder. Parce que sinon, ou même Tom Cruise, qui est pas réalisateur, qui produit les films où il joue, certes pour toucher un peu plus de bénéfices derrière, mais parce que ils ont une idée derrière la tête. Si il y a d'autres producteurs qui foutent la merde, on voit ça chez Marvel, malgré d'avoir des réalisateurs, par moment, c'est tellement balayé par le pognon de la production que on oublie la créativité. Et on a tellement habitué un public à ça que dès qu'on va sortir un peu du lot, et Marvel, le parfait exemple, on prend Les Éternels qui a beaucoup divisé, où il y avait un peu plus d'auteurs qui changeaient un peu la donne, direct, les gens ils étaient en panique. On se dit, non, c'est pas Marvel, ça. Et moi, je trouve ça triste qu'on a moins en moins de création. Et là, je me fais passer pour le vieux con, parce qu'on fait que des suites. C'était déjà le cas il y a 20, 30 ans, 40 ans et tout. Des remakes pareils, mais il y avait un savoir-faire. Il y avait une idée de dire, on va apporter quelque chose de plus. Et t'as cité Blade Runner 2049, où tout le monde était un peu perdu. Qu'est-ce que Villeneuve va nous faire? Une suite 35 ans après. Mais pour moi, quand tu regardes le film que c'est, putain, il avait une idée derrière la tête. Et quand t'as une idée derrière la tête, tu peux faire des suites. On prend par exemple Les Indestructibles 2 par Brad Bird. Il a fallu avoir 18 ans, 14 ans pour avoir sa suite. Tant qu'il n'avait pas l'idée, il voulait pas faire de suite. Est-ce que tu penses que par rapport au film qui sort actuellement, comparé à par exemple les films qui ont marqué notre jeunesse, je sais pas, dans les années 70, 80, 90, les films de cette période, tu es en plus enclin à, je sais pas, un soir à regarder ces films-là que les films qui sont sortis ces 10 dernières années, même s'il y en a qui sont de bonne qualité? C'est un peu ça, mais je vais aller encore plus loin aussi. C'est même pour la musique, tu vois. Moi, tu sais que moi je mixe régulièrement. Et il y a des sons il y a 2-3 sons qui vont me marquer à l'année, mais après je vais vite les oublier. Alors que moi je ressors des sons d'il y a 15-20 ans,
plus autant de plaisir à les écouter, comme des films ou même des séries. Moi, qui consomme très peu de séries, bah, je regarde des trucs parce que, bah, c'est plus qualitatif. Alors aujourd'hui, il faut tellement aller vite. Si t'as pas vu ça, tu vas être en retard. Du coup, c'est pour ça que les séries, ça m'intéresse pas. Hein. Même si je sais qu'il y a de très bonnes séries de qualité, bah, ça m'intéresse pas parce que bah, faut tellement être dans la consommation que j'ai l'impression que j'ai pas envie de m'investir trop de temps. Et le cinéma, c'est pareil, c'est je vois en moyenne aller 3 à 4 films par semaine au cinéma. Et il y a beaucoup de films, bah, je les oublie parce que, bah, peut-être parce que j'en vois trop, ou peut-être parce qu'ils m'ont pas marqué. Alors qu'il y a allez, il y a peut-être 5 films à l'année, sur les 150, 200 films que je vois, qui vont me dire, ça, j'ai envie de les revoir. Ça, je veux dire, dans 10 ans, j'ai envie de les revoir. Parce que il y a eu quelque chose. Il y a eu une scène, une musique, un truc qui m'a marqué, une scène avec un acteur ou quoi que ce soit. Alors que, il y a 15 ou 20 ans, je pourrais plus citer de films où il y a moins de choix de citer, au minimum 5 scènes par film. Tu prends par exemple la trilogie de Sam Raimi, je vais te citer plus de plans ou de scènes qui m'ont marqué, rien que sur Spider-Man 2, j'en ai au moins 50 têtes qui vient là, que sur la trilogie de Webb. Donc, John Watts, Webb, c'est les Amazing, pardon. Oui, c'est vrai, je suis fatigué. Donc, c'est ça que je trouve triste, c'est qu'il y a moins de trucs marquants, il y a moins de dire, tiens, ça, je vais me rappeler. Et même dans des mauvais films, des fois, ça t'arrive d'avoir, ah bah tiens, ça, j'ai pas aimé ce film, mais il y a ce truc, même dans Amazing Spider-Man 1 et 2 que je déteste, il y a au moins 2-3 scènes, je veux dire, tiens, ça m'a marqué. Alors qu'il y a aucun truc qui m'a marqué, à part la médiocrité de la dernière trilogie de Spider-Man, par exemple. Donc voilà. Ce qui m'amène à la deuxième question, et c'est plus par rapport au YouTube ciné. Comment toi tu vois le YouTube ciné sans forcément, je suis pas là pour qu'on soit l'avocat du diable à taper nos collègues. C'est pas ce que je dis, mais est-ce que tu penses pour nous que par exemple on a une certaine aussi légitimité à justement essayer de conseiller un petit peu le public qui nous regarde sur qu'est-ce que vous devez voir, qu'est-ce que vous devez pas voir? Eh ben, moi, à l'époque, je faisais des Même par critiques exemple aussi par rapport à leur contenu. Est-ce que tu penses aussi, par exemple, je t'amenais vers un ouais, point. C'est que vas-y. moi, à l'époque, moi, ce qui me dérange dans YouTube aujourd'hui, c'est les gens, quand ils font leurs vidéos, disent, allez pas le voir, ou allez le voir. C'est matraquage. Alors que moi, il y a une seule fois, j'ai dit, n'allez pas voir ce film, c'était pour Venom 2. Parce que je trouvais ça insultant. Mais après, à chaque vidéo que je faisais, je dis, faites votre propre avis, parce que c'est pas à moi et même ça je le dis, hein, en dehors de YouTube, c'est pas à moi de dire à telle personne, va voir ce film, va pas voir ce film. Si t'as envie de le voir, fais ton propre avis. J'ai toujours été dans cette optique-là. Et quand je vois certains YouTubeurs aujourd'hui dire, n'allez pas voir ce film, c'est de la merde, moi je trouve Bon, ça un j'avoue, peu, ça m'est arrivé de le faire aussi. Hein. Je veux pas mais moi t'inquiéter, aussi, ça m'est arrivé de le faire. même en live, ça m'est déjà arrivé. Mais avec du recul, je suis qui, moi? En fait, je suis un pauvre con qui parle derrière une caméra. Là, regarde, là, je suis un con qui parle. Mais c'est pas à moi de dire, faut que tu vois absolument ce film, faut absolument pas que tu vois ce film. Chacun doit faire son propre opinion, et c'est ça qui me pose problème avec YouTube, ou même en général, c'est qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'ils vont voir un YouTuber qui a tant d'abonnés, machin, on prend Durandal ou Dirty Tommy ou d'autres, hein, certains, j'apprécie leur contenu, et d'autres, j'apprécie plus la personne que le contenu. Bref, ça c'est une autre histoire. Mais c'est qu'en fait, ils ont pas le recul, et j'aime pas dire ça parce que c'est comme si les gens étaient bêtes, alors que c'est pas le cas. Ils ont pas le recul pour faire leur propre avis. Ils disent, parce que lui, il fait tant de vues, il fait tant d'abonnés, il a forcément raison. Et ça, je trouve ça un peu dangereux et triste à la fois, parce que, bah, qu'on prend Durandal, par exemple, qui fait beaucoup de vues, et quand il dit n'allez pas voir ce film parce que c'est de la merde, bah, je trouve ça un peu gratuit, alors que ça se trouve, il y a des gens qui auraient voulu faire leur propre avis. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui sont tellement à fond à suivre ces gens-là, comme si c'était la vérité absolue, que bah, il y a plus de recul, et les gens ne veulent même plus faire leur propre avis, et ça, je trouve ça un peu triste, et ça, je trouve que, bah, YouTube, certains, et même beaucoup, ou même sur Twitter, je le vois, hein, j'en parle souvent avec certains, parce que beaucoup ne font pas la différence entre leur avis et la vérité. Et beaucoup pensent que leur avis est la vérité. Mais Et ça,
d'un autre côté, ça te fait pas mal quand justement tu as un film que tu as détesté et qui cartonne et tu te dis ça te fait mal parce que d'un autre côté, t'as des films qui sont super créatifs, qui n'ont pas eu beaucoup de promos et qui finalement se font Bah, oublier dans les meilleurs des bah grosses ça a productions toujours avec un existé, succès. malheureusement. Ça a toujours existé, et ça m'attriste un peu. Mais en fait, quand je vois un film qui s'appelle Poubellum, qui est un film que je hais de toute mon âme, qui fait partie des pires films que j'ai vus dans ma vie, quand je vois que pendant le Covid, pendant le pass sanitaire, il a fait 7 millions d'entrées en France, mais je me dis d'un côté, bah, pour ceux qui ne savent pas, il y a certains pourcentages sur le vote cinéma qui va aller au CNC, et ça va créer des films qui va plus m'intéresser moi. Et grâce à ces grosses productions parfois qui fonctionnent, que moi je n'aime pas forcément, je me dis ça a créé d'autres choses qui vont plus m'intéresser, qui sont plus dans le besoin, qui n'ont pas autant de d'argent. Et donc moi je vois un positif dans tout ça, dans un sens. Même si c'est un film que je déteste, il marche, je me dis bah les gens, ça prouve que le cinéma n'est pas mort, que les gens veulent aller en salle. Et ça, c'est positif. Et après, bah derrière, moi, je vais être conquis avec d'autres choses qui malheureusement sera peut-être moins vu. Ça m'attriste aussi, mais parce que bah on a une vision différente. Et quand je vois souvent des gens, quand je parle de cinéma, ils me disent oui, mais nous, on va au cinéma, c'est pour se détendre. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens, depuis que je suis sur YouTube surtout, que parce que je suis passionné ou parce que je fais des vidéos, mon avis est soit plus intéressant ou soit plus euh, constructive, ou alors je vois plus de choses. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Et moi, je trouve ça triste que des potes ou même des gens, parce que je vois beaucoup de films en salle, ou parce que je vois beaucoup de films en dehors, ou parce que j'ai essayé de faire des critiques, mon avis est plus, enfin, dire, il est plus intéressant que non. Moi, je parle de, si t'as aimé un film et tu sais m'en parler, ton avis peut être intéressant. Moi, je vois des gens qui font des superbes critiques, super bien montées, avec un montage et tout. Mais si derrière, ce Il qu'ils n'y a pas de disent fond. m'intéresse pas, ben je m'en branle. T'as beau faire une belle vidéo, t'as beau être fait des écoles de cinéma, machin, ça m'intéresse pas. Et des fois, je préfère parler de cinéma avec des gens qui sont pas passionnés et qui vont donner leur ressenti, qui va être plus intéressant que certains qui font des super analyses et tout, tu vois. Mais je trouve ça triste, et je sais pas ça t'arrive toi, le fait d'être passionné, t'es vu comme quelqu'un de au-dessus, comme si ton avis était au-dessus des autres que quelqu'un qui va voir un ou deux films par an au cinéma. Et moi, ça, pendant une période, ça m'affectait beaucoup parce que, bah, quand je dis que ce film est mauvais, parce que c'est mal écrit, parce que les effets spéciaux sont mauvais et tout, il me fait, oui, mais moi, je vais au cinéma pour me détendre. Mais moi, que je vois 4 ou 5 films par semaine de cinéma, j'y vais pour me détendre parce que j'aime de regarder plusieurs films. Donc voilà, et je trouve Ah, qu'aujourd'hui, tu bah, trouves que entre c'est une le, excuse? Tu trouves que c'est une excuse pour un mec qui te dit je vais au cinéma juste pour me détendre? Le truc, c'est que je pense que quand il utilise cette excuse-là, c'est souvent pour voir, je sais pas, un Marvel ou quoi que ce soit. Mais tu peux aussi également te détendre en regardant un film d'auteur qui te peut te exactement, procurer des émotions. exactement. Et ça, c'est un débat qu'on a eu lors d'un live chill. C'est que on me dit, ouais, moi, je veux au cinéma pour pas me prendre la tête, je vais pas voir des films d'auteur et tout. Mais je suis désolé, tu peux très bien voir un blockbuster qui t'apporte de la réflexion, ou comme un film d'auteur qui va juste te passer un bon moment. Parce que beaucoup croient, et ça c'est un gros problème aussi que j'ai, beaucoup croient qu'un film d'auteur c'est un film super chiant où ça blablate, il y a de l'éclairage. On a des blockbusters d'auteur. Qu'on aime, je prends un exemple tout bête, tu sais très bien que je suis pas un grand fan de ce film, mais tu prends Avatar de James Cameron, pour moi c'est un blockbuster d'auteur parce que c'est un réalisateur qui a sa patte, qui a écrit son scénario et qui a créé quelque chose. Même si, là, on peut revenir sur Blade Runner 2049, qui est certes une suite, mais le fait qu'il y ait une vision, c'est un blockbuster d'auteur pour moi. Et tu peux très bien faire de gros blockbusters qui pètent dans tous les sens, qui est pas là pour prendre la tête, mais qui va apporter une réflexion grâce à son scénario. Ou même, on prend Pixar, qui sont des films d'animation, t'as des messages à l'intérieur. Tu prends Wall-E, par exemple. T'as le côté mignon, joli, mais derrière, t'as une réflexion. Et Tu sais, le problème, c'est que j'ai l'impression que le public, il a du mal à vouloir réfléchir, en fait. Parce que je discutais avec un collègue quand j'étais au pâté, que je salue, hein, et c'est pas pour lui taper dessus, mais il me disait que moi, je regarde surtout les films récents et je regarde surtout les grosses productions. Et je lui disais, ouais, mais par exemple, je sais pas, même au niveau blockbuster, est-ce que tu es allé voir les Retour vers le futur, Jurassic Park, tu vois, les films un petit peu de base? Et il me dit, ouais, ça date déjà des années 80, 90, pour moi, c'est déjà il vieux, a quel quoi. âge, cet ancien collègue? Il devait avoir la vingtaine.
Les Mais tu musiques, vois, c'est trop vieux. on va se faire passer pour des boomers, hein, parce que moi j'ai 31 ans, mais j'ai l'impression que pour beaucoup, dès qu'on dépasse les années 90, pour les jeunes de 20 ans, c'est trop vieux. Je vais donner un exemple tout bête, rien à voir avec cinéma, avec pour la Je pense que musique. c'est aussi l'évolution des effets spéciaux, je pense. Il y en a beaucoup qui jugent en fait un Mais film sur ça. peut-être, mais excuse-moi, quand tu vois le premier Jurassic Park qui va avoir 30 ans cette année, il évolue bien. Et quand je vois certains Marvel qui sortent récemment, mais putain, mais ils sont déjà trop vieux. Et c'est pour ça, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai découvert un film qui date de 1942, qui s'appelle Une question de vie de mort, qui avait putain d'idées visuelles, et même le film qu'on a parlé tout à l'heure, visuellement, il y avait de très bonnes idées pour l'époque, hein, sorti de 87, si je dis pas de bêtises, 86. 86. Mais putain, et je trouve que bon, il y a certains trucs, tu sens que ça vieillit, t'avais pas autant d'argent et tout. Et tu regardes comment certains trucs visent bien dans le temps, et quand je regarde certaines dégueulasseries aujourd'hui, mais ça me sidère. Et je donne un exemple pour la musique, c'est que j'étais avec le frère de ma meilleure pote et puis avec deux potes, ils ont la vingtaine. Vraiment, je voulais mettre un son des années 90. On me dit, oh, c'est trop vieux ça. Putain, moi, excuse-moi d'être vulgaire, mais ça me sidère d'entendre des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le manque de curiosité? Parce que moi, quand j'étais gamin, moi, je voulais découvrir plein de choses. Même quand j'étais ado, quand j'ai commencé à avoir Internet, quand j'ai écouté des nouveaux trucs, je dis, tiens, ça, est-ce que c'est une reprise? J'allais sur un site qui s'appelle le Sample, j'ai oublié le nom, et je dis, ouais, tiens, en fait, ça, c'est un sample d'une musique. Et j'ai écouté la musique originale, et c'est comme ça que j'ai construit aussi ma connaissance musicale. Et ben, le cinéma, c'est un peu pareil, en fait. C'est comme ça qu'on se construit. Et pour moi, la cinéphilie, je pense que tout le monde peut être cinéphile. C'est pas savoir sortir un tas de vocabulaire technique, parce que moi, en termes de technique, j'y connais pas grand-chose. Mais pour moi, c'est surtout la curiosité. C'est que tu peux très bien regarder 15 films par an, que ce soit sur Netflix, au cinéma et tout, mais découvrir autre chose que ta zone de confort. Et la cinéphilie, c'est un peu ça pour moi. C'est essayer de dépasser de ce que tu regardes habituellement. Mais malheureusement, beaucoup de gens, parce que parce que c'est pas un blockbuster, parce que c'est pas Marvel, parce que c'est trop vieux, parce que c'est trop long. Oui, parce que ouais, dès qu'on dépasse les 1h30 pour certains, ça devient compliqué. Ça, je trouve ça assez triste, hein, mais bon, après ça, c'est un autre débat. Donc ouais, j'ai l'impression qu'il y a un manque de curiosité, mais ça se ressent surtout chez les jeunes aujourd'hui. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ouais. Mais du coup, tu trouves aussi que, par exemple, quand je parlais par rapport aux youtubeurs, c'est que quand tu disais que on devrait pas être là à forcer de ne pas les voir ou de le voir, c'est qu'on devrait plutôt avoir un point de vue un petit peu neutre et plutôt conseiller sur ce que le film a en conseiller, qualité voilà, et ce à la que le limite film a en conseiller. défaut. Après, le problème, c'est que tu as toujours, il suffit que tu vas faire une critique d'un film qui peut-être fin d'année sera dans ton top ou dans ton flop, que tu as passé un super moment ou tu as passé un mauvais moment, où tu auras du mal à le défendre pour dire bah, je suis désolé, le film c'est une horreur. Au fond de toi, tu peux pas le conseiller aux gens, tu vois, parce que tu vois tellement de défauts, donc c'est toujours Oui, compliqué. Il y a à l'inverse, c'est un film que tu as où t'es pas du tout objectif, où tu es sorti, tu avais des étoiles plein les yeux, et où tu vas dire, les gars, il faut le voir ce film-là. Donc forcément, ça joue aussi sur les émotions. bah oui, bien sûr. Mhm. Moi, il y a plein de films que j'ai adoré et que je pourrais pas le conseiller à des potes parce que je sais que ça leur parlera pas ou parce que ça ne les intéresserait pas. Mais bon, après, moi, je pense que on peut découvrir du cinéma différent ou écouter des musiques différentes ou faire d'autres activités différentes. Il suffit de le vouloir et être curieux. C'est tout. Un peu de curiosité, ça peut t'apporter plein de choses en dehors de ta zone de confort et ça peut te créer plein de trucs. Mais après, voilà, faut avoir un minimum de curiosité et j'ai l'impression que la curiosité se perd de plus en plus et surtout chez la jeunesse. Après, il y a des jeunes qui sont très curieux, heureusement, ça existe, hein, mais j'ai l'impression que ça se perd la curiosité. Et le pire dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui avec Netflix, Prime, Disney+, Shadows, bref, on va pas tout citer, c'est qu'on peut trouver tellement de choses avec tant de facilité, et même dans la musique, avec Spotify, Deezer, YouTube et tout, on peut découvrir des choses plus facilement. Nous, à l'époque, quand on avait 15, 20, moins de 20 ans, on galérait à trouver des films qu'on connaissait pas, on galérait à trouver des films qu'on voulait découvrir, mais par nos parents ou autres, ou même des musiques, on galérait sur comme des trucs comme La Mule ou des trucs comme ça, on galérait, alors qu'aujourd'hui tout est facile. Bah non, en fait. J'ai l'impression que plus tu leur donnes facilement, moins ça va les intéresser. Et ça me rappelle une petite anecdote, c'est quand le Twitter de Netflix
avait fait une annonce comme quoi ils allaient mettre quelques Godard sur leur plateforme. La plupart des commentaires, c'est des gamins, des jeunes, de moins la vingtaine. Oh, c'est des films de vieux, ça nous intéresse pas, c'est des trucs en noir et blanc. Et c'est que tu leur donnes accès de découvrir autre chose, mais ils s'y intéressent pas. Et ça, je trouve ça triste que on te donne une assiette, vas-y, mange ça, tu vas découvrir des petits amuse-gueules, mais ah bah non, ça je connais pas, je vais aller chez McDo. Bah, ça me rappelle un petit peu ce que, à un moment, je crois que c'était à la radio, je crois, où justement, il reprochait que, par exemple, les 10 plus gros succès du box-office français de l'année dernière, il n'y avait aucun film français, c'était que des films de franchise. Alors, Et ça m'a fait rire d'ailleurs, parce que si on se rapproche, on regarde plus le top 15, il y a beaucoup de films français, et c'était... Après, oui, il y a des c'était années, dans on le a un top peu 10. plus. C'était le top 10, ouais. Dans le top 10, oui. Mais après, ça dépend des années. Voilà, il y aurait pas eu Avatar et Top Gun l'année dernière. Ça se trouve, on aurait... Parce que je crois le 12e, c'est un film français. Je crois que c'est... Qu'est-ce qu'on a fait au bon... Non, c'est Simone Veil, là. Le film Simone... j'ai oublié le nom du film. Voyage du siècle, un truc comme ça. Qui est 12e, qui a fait plus de 1,5 million d'entrées. Et pour un film comme ça, c'est très beau. Hein. Mais c'est ça le problème. Et ça me rappelle une anecdote, justement. C'est quand BFM TV, cette chaîne qui est pour moi l'immondice de la TV journalistique, c'est qu'il disait ouais les gens vont moins voir de cinéma français parce qu'ils comparaient les tuches, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Mais le cinéma français, c'est pas ça. Ça C'est se pas résume pas ça. qu'à ça. Ça se résume pas qu'à ça. Exactement. C'est que on en parle souvent avec certains gens. Quand je vois, par exemple, La Nuit du 12, qui est sorti sur Ou 200 écrans à Asbestas. peu près. Asbestas que j'ai vu. Asbestas, qui a Que j'ai 300 adoré. copies, qui était un de mes films de l'année. Et encore, Asbestas, le truc, c'est que j'ai adoré le film, mais est-ce que c'est un film français ou c'est un film espagnol? Parce que ça aussi, Bah, pour moi, c'est franco-espagnol. Déjà, le réal, il est espagnol. Je te conseille de voir ses autres films, si c'est pas le cas. Et puis, bah, il y a des acteurs français espagnols. Donc, pour moi, il est franco-espagnol. Mais bref, tu vois, par exemple, La Nuit du 12, qui est sorti sur 200 écrans. Avant la ressortie pour les Césars, il avait 400 000 entrées. Pour un film qui a eu à peine 200 écrans, qui est sorti en face de Thor, qui est sorti en face de d'autres comédies ou trucs comme ça, il a réussi à perdurer à faire plus de 400 000 entrées. Alors qu'il n'y a pas eu tant d'écho que ça. Et il y a plein de petits films comme ça, comme Asbestas, qui a dépassé 300 000 entrées, qui ont cartonné, qui n'ont pas besoin de faire autant que des Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Donc c'est pour ça que le cinéma français, c'est pas juste des grosses productions comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Les Tuches, Astérix, etc. Il y a plein de pépites. Le cinéma français est très varié et j'en ai marre qu'on le résume à soit les films dramatiques dépressifs, soit des comédies populaires de merde. Ce qui est pas le il y a cas. eu aussi Encore ou Pacifiction, des trucs En, comme ça. mec, encore qui a bien marché, qui a fait 1,3 million, je crois, d'entrées. Il y a plein de films français qui cartonnent et ça fait plaisir de voir ça, tu vois. Mais qui sont en plus avec une patte d'auteur. On prend par exemple une comédie populaire qui est plutôt une comédie dramatique qui a fonctionné, qui était le Grand Bain sorti en 2018, où t'as des idées de réal, où c'est pas juste une comédie potache et tout, non, il y a une vraie réflexion derrière, je trouve, sur la dépression, par exemple. Donc tu vois, on est capable de faire plein de choses derrière. Maintenant, il faut que le public suive un peu plus, quoi. Donc, C'est ça, mais en fait, pour te dire, j'avais conseillé Teddy, un film d'auteur qui est un cinéma de genre, je sais pas si tu l'avais vu en 2021. Je devais le voir, c'est avec le jeune qui se transforme en loup-garou, c'est ça? C'est ça, bon, il y a des défauts dans ce film, mais je trouve très intéressant. Mais j'ai parlé de ce film, et la première réaction qu'un pote m'a dit, ah, c'est un film français? Ah bah, j'ai pas envie de le voir. Il y a beaucoup de gens, parce que c'est français, ils ont pas envie de le voir. Et je prends un exemple tout bête. Un film qui devait sortir en salle et qui est sorti sur Netflix, qui était Comment je suis devenu un super-héros, avec Bruno Poulvord. Ouais. Il y a beaucoup de gens, quand ils ont vu que c'était français, ça les intéresse pas. Ils auraient vu le logo Marvel, je suis persuadé que beaucoup de gens seraient intéressés. Pour beaucoup de gens, parce que c'est français, c'est forcément de la merde. Et ça, je trouve ça triste et dangereux à la fois. Je comprends. Bah, de toute façon, en plus, je suis un petit peu revenu dessus, mais on avait déjà eu un petit peu ce débat, que ce soit chez toi ou je crois même chez Megamax. Mais bon, voilà, après, de toute façon, t'as l'impression que plus les années avancent, mais plus en fait, on revient au même débat, mais t'as pas l'impression que par rapport au public, il n'y a pas grand-chose qui change, quoi.
Mais c'est ça, parce qu'il y a un manque de curiosité. Et je pense que le plus gros défaut, c'est le manque de curiosité et la facilité. Je pense aussi. Et parce qu'aussi, on a tellement habitué le public, je parle surtout des grosses boîtes de prod, à un système que on va pas plus loin parce que on a tellement habitué le public. Et je pense que là, ça commence à s'essouffler. On le voit avec Marvel, avec le dernier Ant-Man. Je pense que le public commence à se rendre compte qu'on a besoin d'autre chose. Et j'espère que ça va être positif. Mais on a tellement habitué pendant des années à ça. Dès que tu leur sors quelque chose d'un poil différent, même si c'est de la même franchise, de la même boîte, ils vont être perturbés. On prend par exemple WandaVision qui avait quelques idées créatives, qui étaient de chez Marvel. Moi, j'ai plutôt apprécié, à part les 3 derniers épisodes. Donc 6 épisodes sur 9, c'est quand même pas mal. Ils ont dit ah mais c'est pas du vrai Marvel. Et là, Falcon et le Soldat de l'horreur. Ah mais là on retrouve du vrai Marvel. Et tu vois en fait, ça doit être du Marvel. Dès que tu leur apportes quelque chose un poil différent, bah il y en a beaucoup, ils sont perturbés. Et ça, je trouve ça un peu dommage quoi. Et ben, en termes de créativité et d'avoir un petit peu de la curiosité, ben justement, t'es là pour ça, avec le film que tu as choisi de parler de aujourd'hui. C'est donc un film qui s'appelle La Petite Boutique des Horreurs. Donc, il y a un film qui est sorti en 1986 et qui est réalisé par Frank Oz. Frank Oz, on va y venir juste après. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je te propose qu'on se remette un petit peu la bande-annonce pour se remettre un petit peu les idées en place. Ok? C'est parti. Je t'en prie. It all began in this little shop. Ow! Damn roses! Where, strange as it seems, something extraordinary happened. I'm afraid it isn't feeling very well today. Now isn't that bizarre? What kind of a weirdo plot is that, Seymour? Little Shop of Horrors, a story about a boy. I've given you sunlight, I've given you rain. Looks like you're not happy, unless I open a vein. Where did you get such a weird plan? A girl, You don't make a nice voice when you live on Skid Row, Mr. Mushnick. Seymour, this is my date, my boyfriend. a florist, I'm telling you, Audrey, he's not a good, clean kind of boy. He's a professional. You'll be a 10. You have a talent for causing things. Hey, I'll be a 10. People will pay you to be entertained. I've been saving all month for this. I think I need a root canal. I'm sure I need a long, slow root canal. Feed me Seymour. and a plant. Feed me all night long. How am I supposed to keep on feeding you? Whoa! Catch me now! I'm just a mean green mother from outer space, and I'm dead. I'm just a mean green mother from outer space, and it looks like you've been had. Yes! Rick Moranis, Man's a total disgrace to the dental profession. Ellen Greene, Excuse me. Excuse me, what? That's better. Vincent Gardenia, with special guest appearances by Steve Martin, John Candy, and Bill Murray. It's your professionalism that I respect. Little Shop of Horrors. Voilà. Donc, en fait, je l'avais jamais vu. Je l'avais découvert il y a 3-4 jours quand tu m'as dit, ah, vas-y, j'ai envie de parler de ce film-là. Et vraiment, ça a été un gros kiff. Donc, c'est un film donc, qui est réalisé par Frank Oz. Frank Oz, il est surtout connu en tant que, au niveau de ses réalisations pour avoir mis en scène des films comme, par exemple, Dark Crystal ou, oui, Dark Crystal, si je dis pas de bêtises. Non, ou en tout cas, qui s'était occupé des Dark Crystal, c'est son premier film. Ouais, après, il avait travaillé aussi au moi, niveau des Muppets ou des trucs comme ça. Le premier film que j'ai découvert par ce réal, c'est l'Indien du placard. J'ai découvert gamin. Je sais pas si tu connais. Oui, j'ai très peu de j'ai plus trop de souvenirs parce que je l'ai vu vraiment gamin. Et là où j'ai aucun souvenir, mais je sais que j'ai vu, c'est In and Out, pardon. Voilà. Non, j'ai pas vu grand chose de ce réal. Et puis, donc, La Petite Boutique des Horreurs, c'est le 3e film que je découvre de ce réal qui était sa 3e réalisation.
Oui, ou troisième réalisation, c'est ça. Donc Francoz aussi, qui est un petit peu, voilà, qui avait aussi été lié à, par exemple, la saga Star Wars, puisque c'est lui qui faisait la voix de Maître Yoda. Donc, il a réalisé ce film-là. Donc, à la base, La Petite Boutique des Horreurs, c'est d'abord un film qui est sorti dans les années 60, qui a été une production 64, si je dis pas de bêtises. 64, je crois. Roger Corman, je crois qu'il y avait Jack Nicholson. Donc le film avait eu plutôt un beau petit succès et qui avait après été adapté en comédie musicale dans les années 70. Et en fait, le truc, c'est que le film de 86 est plus une adaptation de la comédie musicale que du film des années 60, c'est ça? C'est ça. Et la comédie musicale, il y a encore quelques années, je sais pas si c'est encore actuelle, est encore visible à Manhattan. D'accord. Alors, du coup, je vais un petit peu poser un petit peu les questions par rapport au film. Déjà, pourquoi ce choix? Vraiment, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce film? Alors, déjà, j'hésitais entre trois films, mais il y a un autre film, on en parlera un autre jour sous d'autres formes. En fait, parce que c'est un film que j'ai découvert pendant le deuxième confinement, pardon, donc en novembre 2020, Ouais. et qui m'a mis une claque par rapport à son visuel, mais surtout qui m'a fait du bien. Moi qui est pas fan de quand il y a trop de chansons, mais pourtant il y a vu qu'il y a plusieurs chansons que j'adore, notamment la deuxième qui est Skate Row, que je trouve incroyable, que j'ai souvent mis en intro de live d'ailleurs. Et c'est un film qui m'a fait du bien, qui m'a fait rire, qui est une histoire, il y a une histoire d'amour qui est assez banale, mais je trouve qu'en fait, il y a un retournement de situation qui est beau. Et puis, surtout qu'il y a des gens qu'on découvre, quoi. Par exemple, il y a une femme celle qui fait des chœurs, là, celle qui s'est habillée en violet, là. Il y en a une, et ça, je l'ai appris peu de temps après, qui faisait, on a vu plus tard, qui était Jeannette, dans Ma famille d'abord, par exemple. Tu vois? Rick Moranis, que j'ai connu grâce à la saga J'irai Tracy, les gosses. J'ai découvert SOS Fantôme après, même si c'est sorti avant. Donc, c'est un acteur que j'aimais bien. J'ai envie de voir dans ça. Et ça a été un vrai petit bonbon qui a des défauts, certes, mais j'ai passé un très bon moment. Et même si je l'ai pas revu depuis, il y a plusieurs choses qui m'ont resté en tête, notamment la scène du dentiste que je trouve complètement dinguissime, drôle, mais à la fois horrible. En plus, moi qui déteste les dentistes, c'est horrible. Il y a plein de musiques, comme je t'ai dit, donc il y a Skyro, il y a Super Time que j'adore. Et puis, je sais pas si tu sais, il y a une autre fin qu'on peut trouver sur YouTube qui n'a pas été validée lors des projections test parce qu'elles étaient pas positives. Donc je vous conseille de voir cette fin, elle est trouvable en bonne qualité, elle dure 7 minutes environ. Mais je trouve cette fin, et c'est dommage, je trouve c'est dommage qu'ils n'ont pas gardé cette fin, parce que sans trop spoiler, ça parle de quoi? Sans trop spoiler, c'est quoi qui change par rapport à la version? En gros, t'as un des personnages qui meurt, et à la fin, en fait, t'as une grosse invasion de plantes. En fait. D'accord. C'est complètement fumé, complètement drôle, et c'est dommage, parce que je me dis, mais pour une fois, on n'aurait pas eu un film fantastique, on n'aurait pas eu forcément une fin positive. Et parce que même à la fin, le The End, il y a un point d'interrogation. Vous dites, est-ce que c'est fini ou pas? Mais c'est génial. Par exemple, t'as des hélicos pour essayer de tuer ces grosses plantes géantes. Mais c'est tellement drôle et fun. Et la musique, elle est géniale. Moi, je m'éclate. Donc, même si je trouve cette fin sympathique, quand tu sais qu'il y a une autre fin, tu dis, c'est un peu dommage. Mais bon, ça reste une bonne fin quand même, tu vois. Mais un peu trop facile à mon goût. Mais voilà, non, c'est un film vraiment fantastique et je trouve qu'il vit plutôt bien, hein, malgré que le film va avoir 40 ans dans 3 ans. Je trouve qu'il vit plutôt bien et voilà, à chaque fois j'écoute Skate Row, j'ai envie de danser, j'ai envie de m'éclater. Et pour te dire, quelques heures après d'avoir découvert le film, Skate Row, je me suis écouté en boucle pendant au moins 5-6 fois d'affilée pendant 3 jours non-stop, quoi. D'accord. En plus, c'est vrai que quand tu dis par rapport visuellement qui vit bien, c'est toujours le truc avec un petit peu les animatroniques ou des trucs comme ça. Genre, oui. Par exemple, il y avait une marionnette, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'était pas la plante géante, je crois. Si. Justement. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est comment ils a réussi à bien coordonner
au moment où elle parle, avec ce qu'elle dit, tu vois, parce que des fois tu dis, il y a souvent un petit décalage au moment où elle parle. Je trouve que c'est super bien réglé au niveau du montage, au niveau des effets Ah oui, sonores. la photo aussi qui est magnifique, je trouve aussi. La photo, au niveau de son comportement, ses tentacules et tout ça, je trouve qu'il y a vraiment un travail qui a été assez dingue sur ça. Et je pense que venant d'un mec comme Frank Oz, qui s'était occupé souvent d'effets spéciaux, ou qui avait travaillé aussi, par exemple, sur tout ce qui est les trucs, les Muppets. Donc c'est quelqu'un qui connaît qui vraiment connaît ça. On parlait avant de Dark Crystal, qui est un univers justement créé vraiment presque entièrement sur cet aspect technique. Ouais, c'est marrant parce que tu regardes Dark Crystal, c'est son premier, après c'est le Muppet à Manhattan, et juste derrière c'est la petite boutique des horreurs. Tout est cohérent en fait. Donc il avait déjà un minimum de savoir-faire en fait. Donc c'est pour ça que ça fonctionne très bien en fait. Au niveau du casting aussi, on parlait beaucoup de Rick Moranis, d'Helen Green, et puis par exemple aussi dans les seconds rôles, il y a le copain de Audrey qui est joué par Steve Martin, que je trouve énorme là, en mode Piper. Il est génial. Et même au niveau tu parlais de Tisha Campbell qu'on voyait dans Ma famille d'abord, il y avait aussi James Belushi, John Candy, et bien sûr le super caméo de Bill Murray que je trouve génial. Il y a vraiment, il y a un casting de gueule typique des années 80 qui est vraiment des fois c'est juste des petits rôles, mais en fait chaque apparition pardon, petit bug, chaque apparition en fait où tel et tel acteur débarque, en fait elle est culte, mais malgré le prestige de tel et tel acteur, en fait ils ne prennent jamais le pas sur la narration, tu vois, c'est vraiment focalisé sur le personnage de Rick Moranis, sa relation amoureuse avec le personnage d'Audrey et sa relation avec la plante, et jamais le film ne dévie de ça. Et alors j'avais aussi une autre question par rapport, parce que comparé au film original, je n'ai pas vu malheureusement. Moi je l'ai vu il y a très longtemps, je crois mais il faudrait que je le revoie, je crois qu'il va bientôt sortir en Blu-ray si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, j'ai réussi à trouver la petite en Blu-ray, mais en import espagnol. Ah, mince. Mais bon, il y a la VF, il y a la VO, il y a les sous-titres français, espagnol, anglais, donc ça va, je m'en sors bien. La VF qui est vraiment pas mal d'ailleurs. J'ai un peu de mal avec la VF. J'ai du mal avec la VF, surtout au niveau des chansons qui ont été traduites. C'était pour moi une mauvaise idée. Par contre, je trouve que en fait, c'est surtout la VF de la plante qui m'a fait marrer. Nourris-moi. Je trouvais que l'accent était la VF de la plante, c'est bien, mais surtout le personnage de Rick Moranis ou la VF, j'ai beaucoup de mal, et le personnage de Audrey, que la VF, je la trouve horrible, limite trop cruche, c'est insupportable Enfin voilà, après c'est mon avis, mais à voir en VO. Je suis pas un anti-VF, mais là, je conseille vraiment la VO pour ce film. Même quand tu la vois tu vois la bonne annonce en VO, le personnage d'Audrey, sa voix, c'est déjà oui, aussi, mais justement, c'est pire en VF, je trouve. Alors du coup, je voulais te demander, comme je disais par rapport au film original, c'est que là, du coup, cette version, c'est une comédie musicale, et du coup, je voulais voir un petit peu quel est ton rapport justement avec ce genre cinématographique. Eh ben, je crois que j'ai déjà dit, je suis pas un grand fan de comédie musicale, et pourtant, bah voilà, ce film m'a bercé. Il y a même certains films de comédie musicale qui m'ont emporté, ça m'arrive, mais c'est pas un genre qui m'attire, parce que quand ça chante trop, ça me groupe. Après, ça dépend. Quand tu prends un film que j'ai détesté sorti en 2021, qui était comment il s'appelle, j'ai oublié le nom. Non, ça j'ai aimé. Putain, j'ai oublié le nom. Putain. Bon, bref, je sais plus. Bref. En fait, quand ça chante pour chanter, ça, c'est un truc que je déteste. C'est comme, tu vas dans une boutique, on se lance des boîtes de conserve et on chante en même temps. Ça, j'en ai rien à foutre. Par contre, quand tu amènes une chanson pour servir à ta narration ou pour apporter quelque chose, comme c'est ce que je ressens dans La Petite Blues Horreur, ou dans West Side Story, ou même dans Annette de Léo Carax, quand on amène une chanson, c'est quoi que je sais pas, chanter pour chanter. Comme dans certaines comédies musicales où on chante parce qu'il faut chanter. Et ça, c'est un truc qui m'insupporte. Alors que t'as beau... Ah voilà, je me souviens, le morceau, c'est In V8, d'où l'on vient en français. C'était très moyen, même s'il y a 2 scènes que je trouve magnifiques en termes de visuel et de chorégraphie. Quand on chante pour chanter, ça me fait chier. Alors que si c'est pour apporter quelque chose, comme dans ce film qu'on est en train de parler, là, je vais être emporté. Ou comme dans certains Disney, par exemple, à l'époque où il y avait plein de chansons, comme dans la Reine des Neiges 1, je trouve ça passe. Alors que dans la Reine des Neiges 2, même si
certains disent il y a pas plus de chansons, c'est que j'ai l'impression que allez, on fait 3 pas, on chante la 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 la. Allez, 3 pas plus loin, et si on chantait une nouvelle chanson, tu vois, ça c'est un truc que je déteste. Par contre, voilà, si ça apporte quelque chose, ouais, là j'ai envie d'écouter ta chanson, je vais être emporté. Bah, surtout qu'en plus, l'aspect comédie musicale dans ce film, il est très aussi lié un petit peu à un comique de situation. On parlait avant Oui. du personnage de Steve Martin. Au moment où il entre dans son cabinet, il fait ses petits mouvements, il met la patate Mais à oui. sa collègue du derrière. Mais ça c'est drôle parce que c'est justement c'est que on joue le côté musical avec pour porter un côté humoristique sur certaines scènes, mais pour apporter une vision. Et c'est ça que j'adore aussi je trouve fascinant dans ce film en fait, c'est que c'est pour apporter un gros truc en plus. C'est pas juste on met une chanson parce qu'on a envie de chanter, parce qu'on a envie de s'éclater et tout. Non, c'est bien plus que ça, c'est bien plus profond que ça pour moi. Bah, moi, par exemple, une comédie musicale qui est clairement ma préférée, qui s'appelle Phantom of the Paradise. D'ailleurs, j'ai Toujours fait pas une vu. vidéo dessus avec The Film Talker, où clairement l'aspect musical est totalement justifié dans le film, puisqu'en gros, ça parle d'un mec qui veut créer son opéra rock ultime. Donc, du coup, en fait, il pique des idées d'autres personnes, dont un mec qui se fait défigurer, qui va se déguiser en fantôme de l'opéra. Donc, il y a le mythe du fantôme, du mythe de Faust et tout ça. Mais tout l'aspect artistique est totalement justifié dans l'aspect musical. Et puis Brian De Palma, pour moi, voilà, j'adore ce mec, et Phantom of the Paradise, c'est un pur chef-d'œuvre. Alors, Et, faudrait que je le découvre ce film-là. Mais c'est- je connais faut son le voir. existence, mais Ouais. Et pareil comme ce film-là, je pense que les musiques, elles te restent en tête. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un film aussi qui est donc lié avec le mythe du fantôme de l'opéra. Donc il y a un côté comédie musicale horrifique, ce qu'on retrouve aussi un petit peu avec celui-là, puisqu'on parle quand même d'une plante qui bouffe les gens. Et quand même pour un film. Mais en plus, ce qui est drôle, c'est comment Rick Moranis nourrit la plante au début. C'est ça qui est assez drôle aussi. C'est ça que j'allais dire. T'as quand même, pour un film qui se veut tout public, c'est quand même, t'as une goutte de sang, quoi. Je veux dire, tu nourris la créature avec du sang. On a quand même un moment un mec, Rick Moranis, pour nourrir sa créature, il tue un personnage sans trop spoiler, et il le coupe en morceaux pour que la plante puisse digérer le corps, tu vois. Je dis, on se permettait quand même certaines choses à l'époque, qui est à C'est l'impression ça. qu'aujourd'hui, ce type de choses, on pourrait plus se permettre. Alors que je vois pas trop ce que ça pourrait choquer pour le jeune public, tu vois. C'est ça que je trouve ça assez bizarre. Et en plus, il y a peut-être aussi pourquoi j'aime beaucoup aussi Phantom of the Paradise, comme La Petite Boutique des Horreurs, c'est que c'est pas juste une comédie musicale dans le sens propre du terme, c'est que c'est une comédie musicale qui se permet un petit peu de mélanger des genres, Oui, en c'est ça. particulier avec l'horreur, qui est un genre que j'affectionne plus particulièrement. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça m'a fait plus entrer dans le délire qu'une simple comédie musicale, comme on en a avec qui va mener à une histoire d'amour par-ci par-là. Et voilà, ça va pas plus loin, même si bon, récemment, il y a aussi des trucs que j'ai adoré, comme j'avais cité West Side Story de Spielberg, qui reprenait le film des années 60, que j'avais adoré. Mais je suis plus dans le délire Phantom of the Paradise, La Petite Boutique des Horreurs, qui mélange la musique avec un genre en particulier que j'affectionne plus particulièrement. Je voulais savoir un petit peu sur toi aussi, c'était pareil. Déjà, quand le cinéma d'horreur, est-ce que c'est un truc qui te parle aussi par rapport à ça? Bah, pas spécialement. C'est marrant parce que la petite boutique d'horreur, c'est de deux styles différents. Enfin, pour moi, il y a aussi un côté comédie. Il y a un peu d'horreur et comédie musicale. Je trouve que j'ai pas vraiment d'affect. Et pourtant, c'est peut-être pour ça aussi que ce film m'a marqué, parce que c'est pas des gens qui m'intéressent spécialement, même si je regarde de temps en temps. Et pourtant, ils ont réussi à m'attraper. Et ça, c'est ça qui est fascinant aussi. D'accord. Par rapport aussi on va entrer aussi sur quelques petits aspects, c'est par rapport au niveau de la mise en scène. Je pense que tu as vu quelques autres films un petit peu de Frank Oz. Par rapport à La Petite Boutique des Horreurs, dès le début, c'est quoi vraiment qui t'a marqué au niveau de la musique, mais aussi au niveau de la réalisation, au niveau du montage? Est-ce qu'il y a une scène en particulier qui vraiment résume vraiment le ton global de l'ensemble du long métrage? Pas spécialement, parce que niveau technique, j'y connais que dalle. Et puis, comme je t'ai dit, ces deux autres films que j'ai vus, ça fait très longtemps que j'ai pas vu, ça fait plus de 20 ans, donc je pourrais pas faire de comparatif et tout. Est-ce que vraiment, enfin, il y a peut-être 2 ou 3 plans que je pourrais retenir. C'est un moment où Rick Moranis, c'est avant qu'il se mette avec la demoiselle, où il chante dans
dans une petite ruelle et pour le moment ils sont sur en hauteur. T'as la caméra qui est un peu plus comment t'expliquer En plan large. vers le bas. Voilà, en plan large, voilà, merci. C'est là que tu dis ma cinéphilie elle est pourrie. Je trouve que c'est fascinant. Ou même au début du film, quand t'as un plan sur une flaque d'eau, t'as le titre qui apparaît et hop, après on saute sur la flaque et hop, la musique s'enchaîne, musique joyeuse, elle hop, est très dynamique. Il y a ça. Et après là, il y a aussi un plan où c'est quand la plante va manger un homme qui est le patron de Rick Moranis. Voilà, avec la musique super time, t'as une sorte t'as la plante qui mange tout doucement et je trouve ce passage assez marquant aussi pour ma part. Et après, enfin, comme je dis, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je suis sûr que si je le revois, il y a peut-être plein de choses que je pourrais voir. Mais après, limite, je crois qu'il y a plus de trucs que je retiens de Final Cut qu'on regardera plus tard si tu veux, que j'ai retrouvé que forcément sur le film. Mais après, non, qu'est-ce qu'il y a d'autre en termes de réalisation ou de montage? Ah, je sais pas. Là, il y a rien qui me vient pour l'instant. D'accord. Bah, est-ce que, par exemple, il y a quand même, tu le disais, il y a quand même des scènes un petit peu qui t'ont marqué. C'est laquelle vraiment la scène qui émotionnellement et en termes de réal t'as le plus impressionné dans le film? Là, je parle pas de plan, je parle vraiment d'une scène marquante en termes d'émotion qui développe les Bah, émotions ce serait la scène de Skid Row, la deuxième chanson en fait. Tu peux un petit peu développer par rapport aux gens qui nous connaissent et qui n'ont pas vu le film? Bah, en fait, c'est que il y a plein de trucs que je retiens là-dedans, c'est que pendant ça chante tout et pendant t'as des dames qui chantent et puis t'as des chœurs d'hommes et qui s'avancent tout doucement. Après, plus la chanson avance, t'as de plus en plus de monde et là t'as Rick Moranis qui est dans sa boutique en train de balayer. Puis après, on va découvrir plus de choses. Puis ce plan final où ils regardent tous vers le haut, t'as la caméra qui bouge. Et là, tu vois tout le monde chanter en faisant Skywalk à la fin. Je trouve que ça, c'est la scène en termes de réal qui n'était pas la plus ouf, mais que je retiens le plus, peut-être parce que c'est le moment qui me donne plus de plaisir, je dirais. Là où tu sens vraiment que petit à petit, la mise en scène de Franco, vraiment, elle se lâche. Ça se lâche, et puis le fait qu'on voit de plus en plus de gens, il y a plus de mouvements de caméra, il y a plus de... C'est là où il y a le plus d'idées, je trouve, et là, il y a plus de tentations. D'accord, ok. Alors, tu me disais un petit peu avant, bon, je pense qu'il n'y en a peut-être pas forcément beaucoup, mais tu disais que c'était pas forcément un film parfait, qu'il y avait quelques petits défauts. C'est quoi, par exemple, les choses qui t'ont légèrement, qui t'ont un petit peu dérangé dans le film? Si tu devais mettre un je dirais que c'est noir. le personnage d'Audrey que je trouve un peu cruche parce que voilà, forcément, elle est avec un mec complètement con et ça, limite, c'est pas seulement s'il veut pas la PLS. Non mais en fait non mais je suis désolé, c'est que même si c'était plus courant dans les années 80, je déteste qu'on mette des femmes comme des pauvres cruches qu'elles vont s'accrocher à un pauvre con alors que voilà le personnage de Rick Moranis qui est désespéré, qui est amoureux de cette demoiselle, ça je trouve ça un peu cliché en fait et ça c'est le genre de truc qui m'agace un peu dans les films en général, hein. Ça se fait de moins en moins aujourd'hui heureusement. Et voilà, sinon je trouve qu'il y a quelques petites longueurs par-ci par-là, mais c'est pour chipoter. Et sinon, est-ce que vraiment je vois beaucoup de défauts? Bon, il y a certains effets spéciaux. Est-ce que tu trouves qu'il y a trop de chansons, par exemple? Parce que c'est vrai que je trouve que pendant les 30 premières minutes, je veux dire, il y a pratiquement pas 2-3 minutes de film où ça parlote et après ça enchaîne sur une chanson. T'as vraiment les 30 premières minutes, t'as pas le temps de souffler, t'as pas le temps que le film commence un petit peu à développer sa narration, à vraiment développer ses enjeux. Ça vraiment t'enchaînes chanson sur chanson pendant 30 minutes. Est-ce que peut-être pour les gens qui sont pas habitués à ça, ça peut peut-être les saouler, en particulier pour les gens qui n'aiment pas le genre de la comédie musicale, par exemple? Eh ben, tu vois, justement, c'est ça qui est le paradoxe, c'est que moi, j'aime pas spécialement le musical et je trouve pas quelque chose en trop. Après, peut-être parce que je les kiffe tout, peut-être, mais certaines sont peut-être un peu gratuites. En fait, elle dit, est-ce que forcément t'avais besoin de mettre une chanson? Pas spécialement, mais est-ce que ça dérange? Pas spécialement, pour ma part. D'accord. Par exemple, tu dis, est-ce que quand tu me dis musique un petit peu en trop, qui était peut-être pas forcément nécessaire, est-ce que tu en vois une en particulier qui peut-être aurait pu être tournée un petit peu différemment, que t'avais pas besoin forcément de la chanter pour présenter un personnage? Non, pas spécialement. Là, comme je dis, j'ai plus trop le film en tête, malheureusement. Ouais. Non, j'en ai pas spécialement en tête, là.
Peut-être la fin à la limite, où tout finit joyeux. Mais sinon, non, pas spécialement. Par exemple, est-ce que par rapport à la plante aussi, alors j'aime beaucoup la chanson quand tu vois qu'elle commence à parler et tout ça, mais par exemple sur le final, et que là, quand ça finit sur une explosion, est-ce que tu trouvais que c'était par exemple, il y avait vraiment besoin de trop vraiment miser sur la chanson de la plante quand tu savais comment ça finissait? Je sais pas si Non, tu vois à peu près là-dessus, ouais, je pense que c'était pas forcément nécessaire. Après, voilà, c'est une comédie musicale, mais après, ouais, sur celle-là, peut-être j'ai plus de réserves, ouais. D'accord. Ou une autre aussi, chanson où la plante, à Smash Day, c'est une chanson assez très dynamique pourtant, mais que j'ai l'impression que ouais, c'est juste pour faire du spectaculaire. Je la trouve pas spécialement utile. Je sais D'accord. pas si tu vois à quel moment je parle. C'est quand la plante est grosse, c'est juste je crois que c'est peu de temps avant où son patron se fait manger, ou peu de temps après, je sais plus vraiment à quel moment, mais Ouais. j'ai l'impression que ça fait, voilà, la plante c'est chanté, la plante est grosse, on peut faire un truc dynamique, ça bouge dans tous les sens. Je trouve un peu trop gratuite à mon goût. D'accord. Ouais, je vois maintenant à peu près où tu veux dire. C'est surtout lors du dernier tiers. C'est ça. Je voulais savoir un petit peu. Bah, on est déjà un petit peu à 1 heure de live. Je Enfin, m'attendais pas autant. 1 heure d'entretien. Est-ce que tu avais encore quelque chose à rajouter ou sinon on va passer à la conclusion tout simplement? Pas spécialement, juste bah si vous aimez les comédies musicales ou pas du tout, si vous aimez le côté un peu fantastique, même on a dit horreur, mais il y a un côté fantastique je trouve aussi. Hein. Si vous aimez un petit côté fantastique avec un petit peu d'humour, un peu d'amour, bah on peut vous conseiller le film si vous l'avez pas vu parce que c'est une vraie petite pépite en tout cas. Et ne vous fiez pas parce que c'est un film des années 80, le film vit plutôt bien, même s'il y a quelques petits trucs, mais voilà c'est un film efficace en tout cas. Et puis C'est tout même ce que j'ai ajouté. comme on disait aussi un petit peu le casting aussi qui fait le plaisir, que ce soit même Oui, les second rôles, Bill Murray, John oui. Belushi, et surtout le pauvre Rick Moranis qui malheureusement, on sait très bien pourquoi il a arrêté le cinéma, donc ça fait toujours un petit peu plaisir Oui, si c'est vous avez ça. un petit peu la chance de le voir un petit peu dans les autres films, que ce soit Chérie, j'ai rétréci les gosses et SOS Fantôme, bah, n'hésitez pas à regarder donc La Petite Boutique des Horreurs, donc qui, je rappelle, est sorti en 1986 et réalisé par Frank Oz. Donc n'hésitez pas à le regarder si ce n'est pas encore fait. En tout cas, comme on en a un petit peu parlé sur cette vidéo, ayez la curiosité de vraiment le découvrir, ça vaut vraiment le coup. Moi, j'ai vraiment eu la motivation de le découvrir grâce à Nico Ciné qui m'a proposé qu'on en parle. Et c'est vraiment, ça a été un très gros. J'ai vraiment pris plaisir à voir, à voir ce film-là. Donc, n'hésitez pas à le regarder, ça vaut vraiment, mais vraiment le coup, je le répète. Oui. Et faites confiance Et en à plus, Nico il est pas Ciné. long, hein. Il dure à Ouais, peine il dure 1 heure 35, 1 heure et demie. Il est vraiment pas long, on voit pas le temps passer. Hein. Parce que, c'est pour ça que la curiosité est importante. Parce que comme j'ai dit, moi, je suis pas fan d'horreur, je suis pas fan de comédie musicale et j'ai pris mon pied intégral, quoi. Donc, comme quoi, c'est même c'est un public qui est pas forcément habitué enfin, qui est pas forcément tellement réceptif à ce type de production, qui vous dit qu'il a surkiffé, qu'il a adoré, qu'il veut que vous allez le voir. Donc, faites-lui confiance. Voilà. Bah écoutez, 1 heure 2 d'entretien. Bah écoute, je te remercie encore, Nico Ben, Ciné, merci à toi pour d'avoir l'invitation. C'était un grand plaisir de parler de ce film et de d'autres choses. C'était un bah, tout très le bon plaisir. moment. Tout le plaisir est pour moi, ça m'a fait vraiment plaisir parce que clairement ça faisait très longtemps que tu n'avais pas été présent sur la chaîne Mister Cult, donc ça me fait un petit peu chaud au cœur de t'avoir un Alors petit que tu peu me proposes débattu. souvent de venir, mais malheureusement, Yes. à chaque fois, c'est compliqué. C'est pas grave, surtout qu'en plus là, c'est vrai que je crois que je t'en avais parlé, mais j'ai vraiment un gros programme au niveau des niveaux live là sur les 5 prochains mois, donc j'espère que tu seras Ah présent non, je savais pas. Je sais que tu fais régulièrement des lives, mais je sais pas surtout ce le que tu as dimanche. prévu dans le futur. Ça en Oui, bien, j'ai mais vu. je te dirai après. Mais voilà. En tout cas, je mettrai dans la description le lien vers la chaîne de Nico Ciné. Comme ça, si vous voulez découvrir son travail, n'hésitez pas à vous abonner et donc à découvrir ce qu'il fait. C'est vraiment très intéressant. Comme il a dit, ça fait presque bientôt 4 ans qu'il a sa chaîne. Monsieur se Et ça rapproche d'un passe. certain nombre d'abonnés. Il va fêter ça, donc ça sera vraiment Ça cool. y est, on les a eus. Ça fait On 3 les a semaines eu. quasiment. Voilà, ça fait Voilà, oui, c'est les parce que 500, hein, c'est ça, les 500. pour les 500 abonnés, on fait un live 24 heures. Bah, merci et j'ai prévu des jeux, des
tier lists, des débats. D'ailleurs, on a décidé, j'ai déjà réfléchi à un débat. Il y aura des présentations de collections de camarades. Il va y avoir, je ferai peut-être un DJ set aussi, je sais pas. Il y a pas mal de trucs. On va parler d'animation et tout. Non, j'ai pas mal d'idées, donc rendez-vous. Pour l'instant, la date est fixée à juin. J'ai pas la date, mais je confirmerai ça très prochainement. D'accord, bah c'est parfait, parfait. Donc bah écoutez, je remercie encore les gens qui nous écoutent. Je remercie encore Nico Ciné pour ce Mais merci encore à toi. débat sur la petite boutique des horreurs réalisée par Francoz. D'ici là, bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez voir des films. Ciao. Ciao.